travaille depuis plus de 20 ans sur la violence éducative et j'en suis arrivé à avoir la conviction qu'il y avait eu dans l'histoire de l'humanité une rupture au moment où les hommes sont passés d'une éducation tolérante et respectueuse des enfants à une éducation extrêmement violente dont on a rarement conscience. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé à tous, bon matin à tous, bon matin à Karima Chadibaou. Bon matin Philippe, bon matin à nos auditeurs et auditrices. Contente de vous retrouver. Moi, ça me fait plaisir de vous retrouver. Pendant quelques mois, vous avez eu une année, on va dire, de fête de disparition. Oui. Vous avez perdu votre papa, vous avez perdu plusieurs membres de votre famille. C'était une période difficile, voilà. Ce qui fait que il a fallu prendre tout ce temps. Exactement, de se retrouver, son deuil en famille et de pouvoir m'accompagner moi-même, je veux dire ça comme ça, et accompagner aussi les membres de ma famille, comme la perte donc de mon papa, et avant lui, 8 jours avant, c'est ça qui était un petit peu difficile, avant lui, 8 jours, mon oncle, donc le petit frère de mon papa. Et là, vendredi dernier, mon oncle maternel, le grand frère de ma mère. Donc voilà, 3 deuils importants, 3 grands hommes, et en leur mémoire, donc voilà. C'est pas simple. Non, c'est pas simple. C'est pas simple. Mais comme je vous disais tout à l'heure, on fait beaucoup de théories, nous. Voilà. Alors on est très très fort sur la théorie. Oui. Et parfois, pour la pratique, quand ça vous concerne directement, c'est plus difficile. Et puis de pouvoir mettre en pratique justement toute cette théorie, tout ce qu'on a pu lire, étudier sur le deuil, sur les étapes du deuil, sur ce processus, et en même temps le rationaliser avec notre tête, mais aussi le vivre avec ses émotions, parce que les émotions sont là. Mon papa avait 90 ans, Allah yarhamou, paix à son âme. Mon oncle avait 12 ans de moins. Donc, et mon autre oncle 92 ans. Donc voilà, des personnes qui ont bien vécu aussi, qui ont bien rempli nos vies. Donc le vide qu'ils laissent est aussi grand. Il est à la mesure en fait de ces décennies vécues auprès d'eux, et dans leur amour, dans leur éducation aussi, parce que c'est des personnes qui ont contribué à mon éducation et à faire la personne que je suis aujourd'hui, et de faire continuer à vivre sans eux, avec l'absence. Donc c'est pas facile, donc il faut réapprendre en fait, et à accepter. Tout à l'heure on a eu une discussion tous les deux, c'est le plus grand apprentissage que je suis en train de faire face à ces épreuves, c'est vraiment l'acceptation, accepter le départ, accepter ce que je vis, accepter ce que vit ma mère, ce que vit ma tante, ce que vivent mes frères et sœurs, tous ceux qui sont impactés en fait par ces pertes, et continuer à faire sens et continuer à avancer malgré tout ça. Et c'est le plus dur, mais on va y arriver, donc c'est des étapes. Oui, et puis Karima, vous êtes toujours là pour tout le monde. Oui. Et là, c'est à nous d'être là pour vous. Merci et à Philippe. tous ceux qui nous écoutent. Merci beaucoup Philippe. Olivier Morel est avec nous aujourd'hui au téléphone puisqu'il est à Toulon. Bonjour Olivier Morel. Bonjour. Vous êtes fondateur de l'Observatoire de la violence éducative ordinaire. Vous êtes auteur de plusieurs livres, dont l'AFC, questions sur la violence éducative, et vous venez de publier De l'enfant protégé à l'enfant corrigé aux éditions de l'Harmattan, ou comment l'humanité est devenue maltraitante. C'est une histoire qui est quand même très, très méconnue. Quand on veut savoir comment nos ancêtres et les chasseurs-cueilleurs traitaient leurs enfants, on va où? On va à la bibliothèque municipale? Qu'est-ce qu'on recherche comme source, Olivier Morel? Il faut travailler. Moi, je travaille depuis plus de 20 ans sur la violence éducative, et j'en suis arrivé à avoir la conviction qu'il y avait eu dans l'histoire de l'humanité une rupture au moment où les hommes sont passés d'une éducation tolérante et finalement respectueuse des enfants à une éducation extrêmement violente dont on a rarement conscience. Moi-même, je n'en avais pas conscience avant de l'avoir étudié. Je me suis rendu compte que, en fait, dans toutes les sociétés dotées d'une écriture, c'est-à-dire, disons, les sociétés dites civilisées, eh bien, on traitait les enfants avec une violence incroyable, aberrante, et manifestement une violence qu'aujourd'hui nous devons assimiler avec de la maltraitance. Penser que
on traitait les enfants lorsqu'ils désobéissaient, lorsqu'ils ne se conduisaient pas conformément à ce que voulaient les adultes, à coups de bâton, à coups de fouet. Et cela a duré dans les pays européens, ou encore un pays européen comme la France, jusqu'à récemment, encore au début du XXe siècle, beaucoup d'enfants étaient encore maltraités. Alors, pas par cruauté du tout par les parents, mais par souci de bien élever les enfants. Pour leur bien, on disait. Voilà, on pensait que c'était comme ça qu'il fallait élever les enfants. Donc ça a été ma première surprise quand j'ai travaillé sur l'enfance. Mais ce que vous voulez dire qu'en fait, il y a un lien entre l'apparition de l'écriture et le fait de châtier, de battre les enfants, ou c'est parce qu'on a eu l'écriture qu'on l'a su? Parce que vous prenez des personnages, tiens, on va prendre un personnage comme Saint-Augustin. Saint-Augustin raconte qu'il a été battu comme plâtre pendant son éducation. Oui. Non, l'écriture, c'est simplement elle qui nous apprend à partir de à peu près 1000 ans après l'invention de l'écriture. Au début, l'écriture, ça servait uniquement à faire des calculs, des écritures, des factures, etc. Mais au bout de 1000 ans environ, on s'est mis à raconter la vie concrète des gens. Et là, on voit que dès que l'écriture on arrive à cette fonction, eh bien, on trouve des proverbes qui disent qu'il faut battre des enfants, des récits aussi qui racontent comment les enfants sont traités à coups de bâton dans la vie courante, dans la vie ordinaire, par leurs parents et par leurs maîtres à partir du moment où il y a eu des écoles. Donc c'est... Oui. Et à l'école, Olivier Morel, alors peut-être que certaines générations s'en souviennent, on se faisait battre à l'époque, on prenait des gifles. Bien sûr, oui, et ça a duré, je dis bien, jusqu'à... En fait, les premières interdictions en France, elles datent du début du 19e siècle. 1803. Ça a été très long ensuite pour entrer vraiment dans les mœurs, parce que les maîtres étaient habitués à la violence sur les enfants eux-mêmes étaient habitués en un sens, et il a fallu beaucoup de temps pour que cette violence disparaisse des écoles, et malheureusement elle n'a pas toujours disparu en ce qui concerne la France. C'est très très récent, hein. Peut-être une trentaine d'années. Oui. Et alors, ce dont je me suis rendu compte aussi, c'est que cette violence qui a été utilisée sur les enfants, elle a eu des effets sur l'idée que nous avons de nous-mêmes. Parce qu'un enfant qui est puni et battu très jeune, il n'a aucun moyen de ne pas croire les accusations de ses parents. Il intériorise le jugement qu'on porte sur lui et il se considère comme mauvais. Si on me bat, c'est que je suis mauvais, c'est que je suis désobéissant, paresseux, etc. Et donc, il se soumet à la violence, et il fait preuve de faiblesse, soit il devient provocateur, même pas mal, ou bien il ment et il devient hypocrite. Et il adopte des comportements humiliants à ses propres yeux, et finalement, l'humanité en est arrivée à avoir la conviction d'être mauvaise. Vous parliez de Saint-Augustin tout à l'heure. Saint-Augustin, comme vous l'avez dit, il a été terriblement battu dans son enfance, surtout par des maîtres, mais il en est arrivé à avoir la conviction que les enfants étaient naissés mauvais. Et c'est lui qui a imposé dans l'Église chrétienne l'idée du péché originel. Les enfants naissent mauvais dès le départ. Et donc, c'est bien pour ça qu'il faut les battre. Il y en a un deuxième que vous citez, c'est saint Thomas d'Aquin. Pourquoi ? Oui, saint Thomas d'Aquin, il est dans la série des théologiens et des moralistes qui ont entériné le fait de la violence éducative sans aucun problème. Il ne s'est jamais posé la question, apparemment. On le voit quand on parcourt sa somme théologique, ça n'en intervient pratiquement pas, ou alors ça intervient sous la forme de il est entendu que c'est normal de frapper les enfants. Et ça, c'est pas le cas spécial de Saint Thomas. Ce sont pratiquement tous les théologiens, à quelques exceptions près, pendant tout le Moyen-Âge et jusqu'au XVIe siècle, où là il a commencé à y avoir
une prise de conscience un peu différente grâce à des gens comme Erasme, comme Rabelais, comme Montaigne, qui probablement ont eu des enfances heureuses. Ils avaient avec leur père des relations de respect apparemment, qui semblent montrer qu'ils n'ont pas été victimes de cette violence. Pour Montaigne, c'est sûr, parce que son père le respectait tellement qu'il le faisait réveiller en musique, de peur de le choquer. Et il avait embauché un musicien pour le réveiller en musique. Hein. Voilà, oui, il avait embauché un musicien. Ouais, c'était incroyable, ça. Oui. Et une autre de mes surprises, ça a été de m'apercevoir, à partir des recherches qui ont été faites au cours des dernières décennies, disons depuis les 60 ou 70 ans, sur l'enfance, sur le développement des enfants. Ce qu'on a mis en lumière, c'est que les enfants naissent naturellement sociables. Oui. La sociabilité est dans notre nature, probablement simplement parce que nous sommes depuis des millions d'années des animaux sociaux. Nous faisons partie des animaux sociaux. Et les capacités relationnelles qu'ont les enfants, ce sont l'attachement, alors il faudrait détailler tout cela, l'attachement qui a été mis en lumière par Bowlby, le psychanalyste, l'imitation qui permet tous les apprentissages, l'empathie qui est le grand remède contre la violence, parce que quand on est empathique, on souffre de ce que souffrent les autres, donc on évite de les faire souffrir. L'altruisme également, les enfants sont altruistes très tôt, sans même qu'on leur ait demandé. Le sens de la justice, tout cela, ce sont des capacités qui préparent les enfants à devenir des éléments de la société tout à fait positifs et tout à fait capables de vivre en harmonie avec les autres, et s'ils ont des conflits, de régler ces conflits sans violence. Les enfants, au fond, avec ces capacités, ils n'ont besoin que d'une chose, ils ont besoin de bons modèles pour s'adapter harmonieusement à la société, et surtout pas des modèles qui les battent, qui leur font violence. Et là, ça a été ma dernière surprise dans ce travail que j'ai fait, c'est de m'apercevoir qu'en réalité, les chasseurs-cueilleurs, ils avaient intuitivement compris cela, cette sociabilité des enfants. Et donc, ils élevaient leurs enfants en pensant que, de même qu'ils se développent physiologiquement par eux-mêmes, par leur propre dynamisme intérieur, ils grandissent, ils apprennent à parler, ils apprennent à marcher, tout cela, on n'est pas obligé de les battre pour qu'ils le fassent. Eh bien, de même, les enfants deviennent de bons adultes, à condition d'avoir des modèles. Alors, on pourrait dire que pendant longtemps, on a battu la chenille pour qu'elle devienne papillon. Alors que la chenille, elle devient papillon naturellement, à condition pour les enfants d'avoir de bons modèles. Oui. Alors évidemment, oui. Oui, alors je continue. Ce qui m'a amené à penser qu'il y avait eu une rupture dans l'humanité, dans ce domaine, c'est que des chasseurs-cueilleurs, il y en a sur tous les continents, en Amérique, en Afrique, en Asie, en Océanie, mais ils se sont tous dispersés sur toute la planète à partir de l'Afrique, où l'Homo sapiens est apparu. Comment se fait-il qu'ils aient tous ce mode d'éducation sans violence? Parce que c'est leur caractéristique. Ils sont très différents par leur culture, par leur langue, par leur mythologie, mais ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils ne battent pas les enfants. Et ils sont très choqués quand ils voient les Européens battre les enfants, et même simplement les punir. Il n'est pas possible de croire que ces chasseurs-cueilleurs, au cours de leur pérégrination à travers le monde, aient rencontré des psychologues qui leur aient dit « il faut pas battre les enfants ». Non, il faut qu'au départ, ils aient eu déjà ce mode d'éducation. Autrement dit, j'en suis arrivé à la conclusion que pendant 300 000 ans, la durée de l'Homo sapiens,
les hommes ne battaient pas leurs enfants. Et la preuve, à mon avis, c'est que les grands singes, nos cousins, ne battent pas non plus leurs petits, ne les punissent pas. Alors attention, chez les grands singes, il y a aussi des infanticides. Hein. Mais enfin, l'infanticide, c'est pas du tout du domaine de l'éducation, bien évidemment. Donc, je crois qu'il faut prendre conscience de cette rupture qu'il y a eu, du fait que l'humanité a été pendant beaucoup plus longtemps une éducatrice sans violence. Bienveillante, comme on dirait aujourd'hui. C'est ça, bienveillante, tolérante à l'égard des enfants. Et que depuis, alors moi je crois que c'est environ depuis 10 000 ans, c'est-à-dire à peu près depuis le néolithique. Mon hypothèse, que j'ai soumise à un anthropologue américain qui m'a dit qu'elle était vraisemblable, mon hypothèse c'est que au moment où les hommes se sont mis à cultiver la terre, à élever les animaux, ils ont eu en réalité beaucoup plus de travail que, et ça a été prouvé, hein, la durée du temps de travail des chasseurs-cueilleurs est nettement inférieure à celle du temps de travail des cultivateurs. Alors Olivier Morel, on va marquer une petite pause, hein. Je vous invite à rester en ligne avec nous. On continue à parler de la société qui s'est mise à battre les enfants, et puis on va parler de ces fameuses violences éducatives ordinaires que vous avez conceptualisé, Olivier Morel. AVS à votre santé jusqu'à 10h sur Beurre FM. Avec Karima Chadibaou ce matin et Olivier Morel qui est avec nous, fondateur de l'Observatoire de la violence éducative ordinaire. Vous l'avez connu dans quelles conditions, tiens, Karima, Olivier Morel? Alors Olivier Morel, ça a été un coup de foudre pour moi et je suis très contente de pouvoir l'entendre directement, d'être dans la même émission que lui. Je l'ai découvert en fait sur une revue qui s'appelle Regard Conscient à l'époque, quand j'avais ma grande fille qui a 26 ans. Donc c'était quand elle avait 6 ans où je m'interrogeais beaucoup sur justement les questions de violence éducative. Le jour où, alors je vais une petite anecdote, le jour où ma fille n'arrivait pas à faire un exercice de mathématiques et où, comme toutes les mamans qui veulent être parfaites et qui veulent aider, c'est pour ton bien, n'est-ce pas ? Aider son enfant et qui s'énerve parce que pour moi c'était tellement évident l'opération qu'elle avait à faire et que elle n'y arrivait pas et que je vois ma main se lever, lui donner une gifle et de voir que l'impact de cette gifle sur ma fille elle avait 6 ans parce qu'elle avait sauté une classe, donc elle était en CE1 alors qu'elle avait 6 ans et donc pour moi c'était d'une évidence et elle ne correspondait pas en fait à ce que j'attendais d'elle, ce qu'elle ne faisait pas ce que j'attendais d'elle. C'est pourtant évident, c'est pourtant simple, comment ça tu n'y arrives pas, mais tu es bête ou quoi? Et donc elle a gifle et là j'ai pas supporté en fait dans quel état ça m'a mis et puis l'état je présuppose dans lequel ça l'a mis elle, parce que de toute façon les enfants, même quand on les frappe et quand on les bat, ils restent ils aiment leurs parents inconditionnellement et c'est ça que j'ai pu remarquer même dans les accompagnements que je fais auprès des familles, même des enfants maltraités, que ce soit psychologiquement ou physiquement, ils restent attachés à leurs parents, ils restent attachés à l'amour qu'ils ont envers leurs parents et qu'un beau jour peut-être qu'ils vont se conformer à ce que attendent les parents. Et ça pour moi c'était quelque chose de difficile et d'avoir lu justement Olivier Morel dans Regard Conscient, c'était une revue en fait de psychanalyse et c'était à l'époque où j'allais reprendre mes études de psycho et je me suis dit non, je suis sûre qu'il y a une autre manière de faire parce que c'est pas possible, je peux pas éduquer ma fille, je veux pas qu'elle soit sous terreur, je veux pas que ma fille ait peur de moi, je veux que ma fille me respecte comme je veux la respecter aussi. Et donc ça a été pour moi, il y a eu un avant et un après la lecture d'Olivier Morel et puis bien sûr après quand je suis rentrée dans le mouvement de l'éducation bienveillante. Voilà, de trouver tous les livres d'Olivier Morel et notamment, j'ai ramené un de ses livres aujourd'hui pour le présenter aussi à nos auditeurs et auditrices, qui a été pour moi, surtout pour les professionnels de l'éducation et de l'accompagnement. Le livre, c'est La violence éducative, un trou noir dans les sciences humaines et je trouve ça vraiment, j'ai découvert énormément de choses dans ce livre. Donc je le montre parce que l'émission est filmée.
dans ce livre-là, vraiment, on voit le trou noir et le tabou en fait de la violence, c'est qu'on n'ose pas. Soit on n'ose pas, soit on pense que c'est quelque chose qui est, comme l'a expliqué tout à l'heure Monsieur Morel, quelque chose qui n'est pas, soit c'est des enfants gâtés, puis on a tellement peur de tomber aussi dans, soit si vous faites de l'éducation bienveillante, forcément vous allez créer des enfants tyrans. Mais comment on passe d'une éducation bienveillante, d'une éducation qui respecte l'être humain qu'est cet enfant, qu'on se respecte aussi nous-mêmes, parce que c'est bienveillance aussi avant tout envers nous-mêmes, nous en tant que parents, et envers nos enfants, cet être qui est en train de grandir et qui est sous notre responsabilité, comment on lui donne les moyens de se développer, de devenir autonome, de devenir responsable et de s'épanouir dans cette vie sans la violence. Et comment, et ça m'a appris, les livres d'Olivier Morel, de comment vivre et éduquer dans un monde de violence, parce que notre société crée beaucoup de violence. Et comment être des vecteurs de paix, des porte-paroles, des ambassadeurs de paix, quand on n'arrive pas à faire déjà la paix avec nous-mêmes, et quand on est tiraillé, quand on voit son enfant qui ne correspond pas à ce qu'on attend de lui, ou à l'image qu'on s'en fait, comment créer justement une harmonie, et comment pouvoir vraiment... Alors moi, c'est comme ça que j'ai connu Olivier Morel, et c'est pour ça que ça me tenait à cœur de pouvoir faire cette émission, et d'alerter sur ces violences éducatives ordinaires. Et puis, Karima, vous êtes venue avec un autre livre, alors qui a beaucoup compté pour Olivier Morel en 1986, c'est un livre d'Alice Miller. Oui, absolument, c'est pour ton bien, hein, Racines de la violence dans l'éducation de l'enfant. Je le montre aussi à la caméra. Voilà. En poche, Olivier Morel, pourquoi ce livre vous a tellement remué à l'époque ? Parce que toute ma vie, je me suis interrogé sur la violence, en fait, parce que j'ai été enfant pendant la guerre, et donc ça m'a vraiment marqué. Et je me suis demandé comment les hommes en arrivaient à de telles aberrations, des comportements aussi aberrants. J'ai une de mes sœurs qui a été déportée, donc elle nous a raconté ce qu'elle avait subi. Tout cela, en plus j'avais une éducation chrétienne, et par rapport au christianisme, ça me paraissait totalement aberrant. Donc j'ai lu toute ma vie pour essayer de comprendre comment les hommes deviennent violents. J'ai vu beaucoup de théories, certaines intéressantes, comme par exemple celle de la soumission à l'autorité de Milgram, qui montrait que en fait on est porté à obéir, on est beaucoup plus obéissant que désobéissant, mais malheureusement dans les guerres on a besoin de gens obéissants, on le voit aujourd'hui en Ukraine, et donc la soumission à l'autorité, ça me paraissait un élément fort de la genèse de la violence. Mais quand j'ai lu le livre d'Alice Miller, là, j'ai vraiment cru avoir fait un grand pas dans la compréhension de la violence, puisque c'est dans la toute petite enfance que les choses commencent. Et je voudrais dire quelque chose justement à propos du rôle des parents. La tentation de, comme l'a dit tout à l'heure, je crois, Karima, c'est ça ? Oui. Comme l'a dit Karima, la tentation de la violence, elle vient quand on se trouve en conflit avec les enfants. Alors je trouve que, en tant que parents, on a un rôle extraordinaire à jouer. On se trouve dans des petits conflits avec les enfants, et c'est une occasion extraordinaire de leur apprendre comment sortir d'un conflit sans violence, justement. C'est quand même pas très difficile d'éviter les violences avec les enfants qu'on aime, si on y réfléchit, bien sûr, si on a fait une certaine prise de conscience, mais on a vraiment une multitude d'occasions de montrer aux enfants que les conflits c'est normal, que c'est pas grave, et que on peut trouver des moyens, avec un peu d'imagination et d'intelligence, on peut trouver les moyens de régler ces conflits sans violence. Et je trouve que là, on a un rôle extraordinairement important, en tant que parents, en tant qu'enseignants aussi, bien sûr, pour que l'humanité devienne moins violente, justement, que on perde l'habitude de se dire, quand il y a un conflit, la seule solution, c'est de se taper sur la figure. Non. On est quand même des êtres intelligents et imaginatifs, et je crois qu'il faut mettre en œuvre cette intelligence et cette imagination dès les premières relations avec les enfants.
Alors depuis quelques mois, moi, j'entends de plus en plus de voix qui s'élèvent pour dire que l'éducation bienveillante, bien ça ne fonctionne pas, que c'est un leurre et que il faudrait réintroduire un peu de cette bonne vieille autorité parentale. Pourquoi ce changement de discours subitement, Olivier Morel ? Ce n'est pas vraiment un changement de discours, c'est une résistance. La violence éducative, elle a fait partie de notre culture depuis des siècles, des millénaires même. Et c'est très difficile de s'en débarrasser. On parlait tout à l'heure de la violence à l'école, qui a été très longue à disparaître depuis les premières lois qui l'ont interdite. Eh bien, c'est la même chose là. Il y a toutes sortes de résistances. Alors, on dresse l'image de l'enfant roi, de l'enfant tyran, mais en fait, tout ça, ce sont des résistances d'arrière-garde, si on peut dire. Et heureusement, je crois qu'on est en train d'avancer lentement, mais on avance vers une éducation, vers la généralisation d'une éducation sans violence. Je crois qu'il y a de plus en plus de prise de conscience, et ça, c'est une bonne chose. Enfin, on entend de plus en plus de voix qui s'élèvent en disant que finalement cette éducation bienveillante, elle est laxiste en fait. Eh bien non, je ne le crois pas du tout. Il se trouve qu'à Noël, nous avons eu, ma femme et moi, nos arrière-petites-filles qui sont des enfants de 3 ans et une autre de 4 mois. Nous avons été surpris. Ce sont des filles qui ont été élevées vraiment sans aucune violence, dans une grande douceur, dans une grande proximité avec leurs parents. Et nous avons été surpris nous-mêmes de la sociabilité de ces enfants, de leur ouverture aux autres, de leur attention aux autres. C'est des enfants qui ne sont pas du tout géniards ni pleureurs. Non, ce sont des enfants qui vivent avec les adultes avec intérêt, avec ouverture. Et je crois que c'est ça qu'on obtient quand on traite les enfants avec douceur. Alors, le problème, je crois, souvent, c'est que quand on a été élevé soi-même avec violence et qu'on essaie de se reconvertir, si on peut dire, on n'a pas toujours confiance en soi. On a été tellement marqué par l'éducation qu'on a reçue que on a du mal à avoir les bonnes attitudes. Oui. Et je crois que là, il faut être modeste et se dire qu'on a peut-être une petite formation à recevoir ou une réflexion à faire. Et puis, quand il arrive que on échoue, ça arrive à tout le monde, hein, des parents qui veulent être de bonne volonté, qui veulent respecter leurs enfants, et puis une claque qui échappe. Bon, c'est pas un drame. Et on essaie de, comme le disait une petite fille à sa mère, qui venait de lui envoyer une claque et qui s'excusait auprès d'elle, et la petite fille lui répondait: oh, tu sais, c'est pas grave, quand on fait du patin à roulettes, ça arrive qu'on tombe, mais on se relève après. C'est très mignon. Ouais. Réflexe conditionné, en fait. Oui. Et justement, c'est de ce que dit Monsieur Morel, vraiment, ces conditionnements-là, et c'est difficile de pouvoir en sortir. Moi, je pense à tout le travail que j'ai dû faire et que je continue encore à faire sur moi-même pour justement me libérer de ces conditionnements, parce que la gifle part tellement vite, ou le cri part tellement vite, et que parfois, dans nos sociétés, il y a beaucoup de choses qui se passent, c'est-à-dire ça va tellement vite. Et moi, je me pose aussi la question, et je pense que c'est aussi ça, c'est cette peur aussi en tant que parent de perdre notre pouvoir, en fait, qui est qu'à l'heure, finalement, le pouvoir qu'on a sur nos enfants. Et ça, c'est des choses qu'on a beaucoup héritées aussi au niveau culturel. Alors moi, je suis d'origine de culture maghrébine, de culture musulmane. Alors, ça ne veut pas dire que ma religion musulmane, c'est ce qu'elle dit, parce que de toute façon, quand on reprend les textes dans la théologie musulmane, la violence, elle doit être éradiquée, à commencer par la violence qu'on a envers nous-mêmes, la violence de notre ego, la violence du pouvoir que l'on veut avoir et de possession. Et souvent, c'est ce que je remarque en tout cas, c'est que nos enfants, parce qu'on part déjà de ce présupposé-là, que nos enfants nous appartiennent. Nos enfants ne nous appartiennent pas.
Ils ne sont pas à nous. Ils viennent de nous, oui, mais ils ne nous appartiennent pas. Et souvent, c'est pour ça que, moi, en tout cas, c'est déjà une première graine de cette violence, de se dire, mon enfant, pour pouvoir l'aimer, c'est un reflet de moi-même, c'est une extension de moi-même. Et donc, il doit agir, il doit comme je le souhaite et comme je le veux, donc ce pouvoir. Et du coup, et d'ailleurs, quand on le remarque, de toutes ces levées de boucliers sur l'éducation bienveillante et l'éducation positive, qui soi-disant ferait des enfants tyrans, des enfants rois, des enfants, donc une éducation laxiste, mais c'est qu'on n'a pas bien lu les textes et qu'on s'est pas documenté assez sur ce que c'est que l'éducation bienveillante. Parce que l'éducation bienveillante, elle est structurée. On oppose, on dit oui, mais finalement cette éducation bienveillante, elle est sans limite. Non, elle ne pose pas de limite. Mais c'est faux. Justement, parce que elle pose justement des limites. Il y a un cadre. Ce cadre, c'est quoi ? C'est le respect de l'être humain. Donc, en tant que parent de l'être humain que j'ai en face de moi et dont j'ai la charge de répondre à ses besoins, de le nourrir, de le vêtir, de l'instruire, de lui parler correctement et d'être vraiment à l'écoute de ses besoins. Et il est là déjà, ce cadre. Et la plupart du temps, qu'est-ce qui fait qu'on se jette dans la violence ? Monsieur Morel l'a dit, c'est par rapport aussi au conflit. Mais toutes ces frustrations que l'on vit, vous savez, il y a un proverbe en arabe qui dit, quand on parlait, moi quand je parle avec certaines personnes sur les relations, par exemple les relations conjugales, dans une société patriarcale, comme par exemple, donc il y a un proverbe qui dit, qui parle de Awisha, c'est-à-dire Aïcha, la bonne femme chez elle, elle subit la hugra. La hugra, c'est quoi ? C'est l'oppression de son mari parce qu'il subit l'oppression à l'extérieur. Et donc, il vient, il la reproduit aussi à l'intérieur. Et donc, du coup, c'est un cycle. C'est un système. Et un système. Et en fait, et comment on sort de ce système ? Première étape, prise de conscience. Je prends conscience que, déjà, moi, personnellement, je l'ai traversé. De cette prise de conscience, ce n'est pas comme ça que je vais éduquer mes enfants. Ce n'est pas comme ça que je veux un lien avec mes enfants. Je ne veux pas de lien sous terreur. C'est pas possible. Même si... je n'ai pas grandi dans de la violence. Mon papa, je parlais de mon papa qui est décédé, c'était un homme bon et il était la bonté incarnée. Et quand on arrivait chez lui avec nos enfants, et il les regardait, il nous disait pas éduquer comme diraient certains, éduque ton enfant, ou il disait regarde, il y a cette bonté naturelle, fais en sorte de préserver ça. Fais en sorte de préserver ça et pas de le détruire et de le dénaturer. Olivier Morel, vous restez avec nous. On revient dans un instant. Vous pouvez d'ailleurs réagir au 01 53 48 3000 si vous voulez justement parler de cette éducation bienveillante ou peut-être que vous avez choisi d'avoir un cadre parental plus strict, on va dire. 01 53 48 3000. Alors, nous avons la chance d'avoir Karima Chadibaou ce matin et d'avoir monsieur Olivier Morel au téléphone avec nous depuis Toulon. Et vous connaissez le principe de l'émission, c'est en direct. Vous rejoignez la conversation à votre convenance au 01 53 48 3000. Et on va partir dans le sud de la France, du côté de Perpignan. Et c'est Fadoua qui est avec nous. Fadoua, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour. Merci beaucoup de me donner la chance de poser cette question en direct. Donc, je suis un peu stressée. C'est la première fois vraiment que j'interviens sur une radio. Donc, je suis vraiment très honorée. Je suis maman d'un petit garçon qui vient d'avoir 5 ans. Il est en grande section. Donc, je connais très bien Karima, en fait. Je la suis sur les réseaux. Je suis tout ce qu'elle fait. Ça, moi, quand j'entends ça, vous savez, Fadoua, je trouve ça magique. C'est-à-dire que quand on me dit je suis Karima sur les réseaux, moi qui l'ai connue avec son vélo moteur, je dis, voyez, on est au 21e siècle maintenant. Et c'est vrai que tout ce qu'elle fait, alors il y a plusieurs personnalités en fait sur les réseaux, sur l'éducation bienveillante, positive. Je m'intéresse beaucoup. Donc depuis que je suis maman, je m'intéresse beaucoup vraiment aux neurosciences, au développement du cerveau de l'enfant. C'est quelque chose que je connaissais pas du tout, que j'ai découvert en étant maman. Et c'est vrai que ça me passionne tellement et je vois l'intérêt sur mon éducation, sur mon petit garçon, parce que c'est vraiment pas l'éducation que moi-même j'ai eue. Donc je suis d'origine marocaine et donc c'est vrai que
quand on était petit, voilà, l'enfant n'est pas forcément considéré comme maintenant. Mais Fadwa, comment vous qualifiez l'éducation que vous avez reçue? C'était une éducation. Alors, mon papa, paix à son âme, il est décédé il y a un an. C'était un papa très doux, très attentionné, très affectueux. J'ai eu vraiment la part d'amour et d'affection de mon papa, Allah yarhamou. Mais malgré tout, en fait, on était dans une société où les enfants, il fallait qu'ils se taisent. Il fallait pas qu'ils expriment leur point de vue. Quand les adultes parlent, les enfants se taisent. Pas comme maintenant. Et il y avait des moments aussi des claques pour nous corriger. C'était dans l'esprit de correction. Donc, j'estime pas que c'est de la maltraitance. Pas du tout, parce qu'on se sentait pas maltraité. Mais voilà, les claques ou les fessées ou les corrections physiques, ça dépassait pas les claques, bien sûr, et les fessées, mais j'ai grandi avec ça. Alors, quelle est votre question pour nos invités ce matin, Fadwa? Alors, ma question par rapport à la violence éducative ordinaire, c'était à l'école. Donc mon fils, il est souvent puni. Donc c'est un garçon très curieux qui répond facilement quand il n'est pas d'accord avec certaines décisions. Donc il répond toujours dans un cadre. Et c'est vrai qu'il est souvent, depuis cette année, il est souvent très puni par cette nouvelle maîtresse qu'elle ne connaît pas encore. Donc quand il était en petite moyenne section, ça se passait très bien. Et cette nouvelle maîtresse me dit clairement qu'elle lui laisse rien passer. Donc elle a exprimé cette phrase, qu'elle lui laisse rien passer, que voilà, il joue d'une manière très active et qu'il est souvent puni. Il me le raconte. Donc moi, les punitions, c'est l'isolement, le mettre dans sa chambre. Je le pratique jamais. Je suis plutôt dans la discussion, l'explication, toujours dans la communication avec lui. Alors des fois, je le gronde, c'est vrai, mais j'ai jamais utilisé de punition à la maison. Donc c'est-à-dire le mettre à l'écart dans sa chambre, tu réfléchis à ta bêtise et tu reviens. Pas de time out. Alors, on vous presse parce qu'il y a beaucoup d'appels, Fadwa. Donc si vous avez une question... Oui, je comprends. Donc c'était comment gérer ça auprès de mon petit garçon. Moi, ça me fond le corps quand il me le dit. Et comment lui expliquer et comment, s'il y a des actions que je peux mener. Bien sûr, j'ai essayé d'entamer la discussion avec la maîtresse, mais voilà, c'est pas des discussions qui sont toujours très constructives. Alors. Ok. Alors, Olivier Morel, vous voulez intervenir? Oui, à l'école, c'est un cas particulier. Je crois qu'à l'égard d'un enfant qui, comme le vôtre, a des difficultés, il faut être, je crois, très compréhensif et être à l'écoute, surtout comme vous l'êtes apparemment. Mais à part ça, c'est très difficile d'intervenir auprès des enseignants. Mais comment expliquer au petit garçon que la maîtresse, elle le punisse alors que c'est quelque chose qu'il n'y a pas à la maison? Qu'est-ce qu'on peut lui dire au petit garçon? Lui manifester de la compassion, surtout, je crois. Ouais. Il me semble que c'est l'essentiel. Après ça, évidemment, lui recommander d'essayer d'être aussi sage que possible, mais les conditions dans une classe sont tellement artificielles. On oblige les enfants à être tranquilles pendant des heures, assis, immobiles, sans possibilité de communiquer avec les voisins. C'est pas du tout des situations naturelles pour les enfants. C'est vraiment en contradiction avec toute leur tendance à communiquer, à remuer, à jouer. C'est pour ça que moi je suis désolé qu'on ne pratique pas davantage des méthodes d'éducation comme les méthodes Montessori ou Freinet qui respectent beaucoup plus les enfants. Voilà, Fadwa, ce qu'on pouvait vous dire. Merci pour votre question. Alors, on reste dans le sud de la France, direction Toulouse, et c'est Médine qui est avec nous. Bonjour et bienvenue, Médine. Oui, bonjour. Écoutez, bonjour. J'espère que vous allez bien. Très bien, et vous, Médine? Ça va, impeccable. Toutes mes condoléances, carrément. Merci beaucoup, merci Médine. Avec grand plaisir, Barakallah fik. Ya Rabbi, amin. Barakallah. Amin. Allah il leur donne le firdaus. Ya Rabbi, amin. Je souhaite du fond du cœur. Amin, amin. Barakallah.
Et je me permettais en fait de vous appeler concernant l'éducation. Moi, j'ai 2 enfants. Bon, je suis divorcé, j'ai 2 garçons. Il y a un de 6 ans, un de 2 ans. Et Dieu merci, je les ai jamais touchés, je les ai jamais engueulés une seule fois. Pourquoi? Parce que moi, je pars du sens où dès qu'ils sont nés, déjà, c'est un cadeau de la vie. Allahumma amin. Un enfant, il faut le vouloir, il faut l'assumer. Et en fait, tout dépend de comment vous allez l'éduquer. L'amour que vous allez lui donner. Moi, mes enfants, je leur parle énormément. Chaque activité que je fais avec le plus grand, je l'ai fait avec le petit aussi. Même s'il ne comprend rien sur certaines activités, le petit, c'est juste pour lui donner cet amour-là, de dire on est là, parce qu'il a un cœur et il ressent tout ce qu'il faut. Ensuite, moi, mon fils, je l'ai toujours appris qu'il peut avoir des discussions avec les grands. Il écoute d'abord, il donne ses arguments avec preuve à l'appui. C'est-à-dire, s'il veut contredire son maître, c'est arrivé qu'il a contredit son maître, mais avec preuve à l'appui. Je l'ai toujours appris ça, moi, mon enfant, et toujours écouté. Voilà, et ensuite discuter. Et jusqu'à présent, sincèrement, j'ai aucun souci avec eux. Vraiment, c'est la méthode Médine. On va la baptiser Médine, la méthode, Karima. Oui, absolument. Félicitations, tant mieux, c'est très bien de pouvoir être à l'écoute et en même temps de donner les règles. C'est pareil pour Fadoua tout à l'heure. Ces règles, en fait, et malheureusement, je veux dire, heureusement et malheureusement, les deux, en fait. C'est-à-dire de pouvoir installer des règles et que quand on est aussi à l'école, il y a des règles à respecter parce qu'on est avec les autres. Et justement, c'est comment tu peux être avec les autres et pouvoir respecter ce que la maîtresse, l'enseignant installe en classe et tout en étant... Je pense que ça tourne autour du respect, vraiment. Respect de soi, respect de l'autre, respect du groupe de la classe et de pouvoir justement prendre sa place tout en étant, et c'est ça qui est un peu difficile. Garder sa personnalité quand même. Bien sûr, le but c'est pas d'en faire des clones les uns des autres avec des petits soldats, c'est pas le but. C'est rester dans sa nature, dans sa personnalité et en même temps être avec les autres et développer toutes ses compétences psychosociales. Merci Médine. On a le temps de prendre Sophia ou pas? Oui, on a le temps d'accueillir Sophia. Merci Médine. Merci Médine. Toulousain, Sophia, bienvenue. On a 2 minutes avec vous. Oui, d'accord, je vais faire très vite. Bonne année à tout le monde déjà. Meilleurs vœux, Sophia. Merci. Je vais vous dire, moi je suis une mamie. Je vais aller très vite puisque je parle beaucoup. Je fais partie de la vieille école. Je ne sais pas pourquoi mes parents, quand j'étais petite, c'était pas de la violence, j'appelle pas ça de la violence, et m'expliquer pourquoi il fallait pas que je fasse ça. L'enfant, par esprit de contradiction, faisait ce soit il n'a pas compris ou il était petit. Après on me tapait, je suis aussi d'un pays du sud, du Maroc, ma mère me pinçait un petit peu, là où ça fait mal, mais c'est pas violent, et pour me dire qu'il faut pas faire ça. Bon, et pourquoi? Je sais pas pourquoi, comme vous avez dit tout à l'heure, mes parents, je les aime, malgré qu'ils m'ont tapé un tout petit peu, c'était pas de la violence. Et moi, j'ai 2 jeunes papas, puisque je suis une mamie, et je leur ai dit je trouve que leur enfant... Ah oui, je voulais dire que je suis de la vieille éducation. École. Ouais. Il faut que l'enfant trouve un repère, c'est un mot très important pour moi. L'enfant, il cherche un repère. Il cherche le mal et le bien qu'il faut lui apprendre, sans violence, ça c'est bien de le faire, il faut respecter l'autre, il ne faut pas faire du mal aux animaux, ni aux femmes, Bon, il faut t'expliquer pourquoi tu n'es pas content pour un truc, mais il cherche un repère, il ne faut pas lui dire, moi je te commande, je suis ton père, il faut... voilà. S'il a compris le repère, il a tout compris. Ça, en plus, en langage des oiseaux, le mot repère est très intéressant. Moi, en tout cas, c'est un mot qui compte. Moi, je suis non-voyante et c'est un mot qui compte énormément. Oui. J'ai élevé mes enfants à moitié de ma vie, presque toute seule, puisque mon mari, pas de chance, il est parti chercher ailleurs. J'ai assumé toute seule comme une grande et je suis fière de moi. Et j'ai 2 jeunes, vous voyez comment on les considère? Un de 35 ans, l'autre de 40 ans. Mais il reste toujours vos petits-enfants, il reste toujours vos petits-enfants. Comment? Et j'ai 3 petits-enfants de mes deux fils. Bon, en tout cas, on vous fait un gros bisou. C'était bien de parler avec vous aujourd'hui, Sophia. Merci de votre beau témoignage. Merci, Sophia. Olivier Morel, merci d'avoir été avec nous en direct. Au plaisir de vous reparler sur l'antenne de Beurre FM. Merci de m'avoir invité.
Voilà, Karima Chadibaou, welcome back. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et puis vous avez la vidéo qui sera disponible d'ici quelques jours sur la chaîne YouTube. Et puis passez une très très belle journée santé sur Beurre FM.